Bonjour, aujourd'hui on plonge dans le monde fascinant et un peu effrayant de la sécurité des réseaux. On va décortiquer ensemble ce qui se passe vraiment lors d'une cyberattaque. Pensez-y une seconde. De nos finances à nos communications en passant par notre santé, absolument tout aujourd'hui repose sur des réseaux numériques qui sont connectés entre eux. Ils ne sont plus juste pratiques, non, ils sont devenus carrément vitaux. Et c'est là que ça devient sérieux. Que se passe-t-il quand tout ce système est pris pour cible? Une seule attaque qui réussit et c'est une entreprise qui peut être paralysée, des données ultra sensibles qui se retrouvent dans la nature. Les conséquences peuvent être énormes. Alors, pour vraiment bien comprendre, on va voir ça comme un film de braquage. Oui, un véritable casse numérique. On va suivre les pirates étape par étape, depuis les premiers repérages jusqu'à leur disparition sans laisser de traces. C'est parti. Bon, avant de se lancer dans le comment, il faut d'abord s'intéresser au qui. Qui sont vraiment ces personnes derrière les attaques? Et qu'est-ce qui les motive? En fait, c'est un peu comme dans les vieux westerns. Il y a les gentils et les méchants. D'un côté, on a les chapeaux blancs, les hackers éthiques. Eux, ce sont les bons de l'histoire. Ils cherchent les failles avec l'autorisation des entreprises pour les aider à se protéger. Et de l'autre, les chapeaux noirs. Eux, ils exploitent ces mêmes failles, mais pour leur propre compte. Mais attention, le tableau est bien plus complexe que ça. Il y a aussi les activistes qui agissent par idéologie. Il y a les attaquants financés par des États. Là, on parle de vrais espions numériques avec des moyens quasi illimités. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a les scripts qui disent, des amateurs qui utilisent des outils tout faits, souvent juste pour le défi, sans même parfois comprendre l'étendue des dégâts qu'ils peuvent causer. Et alors, pourquoi font-ils ça? On pourrait croire que c'est juste pour l'argent, mais en fait, c'est loin d'être la seule raison. Bien sûr, le gain financier est un énorme moteur, mais l'espionnage industriel ou gouvernemental, le sabotage pur et simple ou même le simple défi personnel, tout ça, ce sont des motivations très puissantes. Allez, on passe au cœur du réacteur. Comment se déroule concrètement une attaque? On va voir que ce n'est pas juste un clic, c'est un processus méthodique. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles d'attaques. Les attaques passives, c'est de l'espionnage. L'attaquant écoute, il intercepte de l'info, mais il ne touche à rien. Du coup, c'est super difficile à repérer. Et puis, il y a les attaques actives. Là, l'attaquant modifie des choses, il perturbe le système. C'est beaucoup plus bruyant et donc, logiquement, plus facile à détecter. Une attaque bien menée, c'est un plan qui se déroule en plusieurs temps. On peut le décomposer en 5 phases très claires. On va les regarder une par une. Alors voilà le plan de match. Phase 1, la reconnaissance, le repérage. Phase 2, le scan, on cherche les points faibles, les fenêtres ouvertes. Phase 3, l'accès, c'est l'effraction. Phase 4, le maintien de l'accès, on s'assure de pouvoir revenir. Et enfin, phase 5, l'effacement des traces, pour ne pas se faire prendre. Tout commence donc par un travail de détective. L'attaquant va éplucher tout ce qu'il peut trouver sur sa cible en ligne. Les réseaux sociaux des employés, le site web de l'entreprise, des documents publics. Le but, c'est de se faire une carte précise de la cible sans jamais la contacter directement. C'est une phase d'observation pure. Une fois qu'il a assez d'infos, l'attaquant sort ses outils. Là, il commence à sonder activement le réseau de sa cible. Il va chercher des portes d'entrée, des ports réseau ouverts, des logiciels pas à jour, des services mal configurés. C'est vraiment comme un cambrioleur qui fait le tour de la maison et qui teste chaque porte et chaque fenêtre. Et voilà, c'est le moment fatidique. L'attaquant a trouvé une faille et il l'exploite pour entrer. Ça peut être via un email de phishing, un logiciel malveillant ou en profitant directement d'une faiblesse technique. Les défenses sont percées, il est à l'intérieur. Entrer, c'est bien. Pouvoir revenir quand on veut, c'est encore mieux. C'est le but de cette phase. L'attaquant va installer ce qu'on appelle des backdoors, des portes dérobées. Ce sont des petits accès cachés qui lui permettront de revenir plus tard, en toute discrétion, sans avoir à forcer la porte d'entrée à chaque fois. Et pour finir le travail proprement, l'opération camouflage. L'attaquant va faire le grand nettoyage pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Il efface les journaux de connexion, il supprime les outils qu'il a utilisés. L'objectif, c'est de devenir un fantôme dans le système. Ok, on a vu le côté des attaquants. C'est assez impressionnant. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on se défend contre ça? Comment on bâtit une forteresse numérique capable de résister? La défense repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la confidentialité. L'idée est toute simple. Les secrets doivent rester secrets. On doit s'assurer que seules les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations. C'est le rôle du chiffrement, par exemple. Deuxième pilier, l'intégrité. Là, il s'agit de garantir que les données sont fiables, qu'elles n'ont pas été modifiées ou corrompues en cours de route. On doit pouvoir avoir une confiance absolue dans l'information qu'on manipule. Et enfin, le troisième pilier, la disponibilité. C'est bien beau d'avoir des données confidentielles et intègres, mais si les utilisateurs légitimes ne peuvent pas y accéder quand ils en ont besoin, ça ne sert à rien. Le service doit fonctionner, tout simplement.
Et pour faire respecter ces 3 principes, on a toute une boîte à outils. Les pare-feux qui filtrent le trafic, les VPN qui créent des tunnels sécurisés, les antivirus qui chassent les programmes malveillants, et un truc absolument essentiel, faire ces mises à jour. C'est ce qui permet de corriger les failles avant que les attaquants ne les trouvent. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Quelle est la morale de cette histoire de lutte permanente entre attaquants et défenseurs? Eh bien, la vérité, elle est résumée dans cette phrase qui est assez directe. La sécurité parfaite, à 100%, ça n'existe pas. La sécurité, ce n'est pas un état qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est un processus, une course-poursuite qui ne s'arrête jamais. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Dans ce jeu du chat et de la souris qui se joue en permanence, quelle est la solidité réelle de ce monde numérique dont on est tous devenus si dépendants? C'est une réflexion qui nous concerne tous. Merci de m'avoir suivi.